Sur les 2 berges de l'île et en pointe de 2 des îlots, on a construit 4 tours, donc sur des sédiments qui étaient relativement sableux et pas très stables. La prouesse technique, elle est déjà là. On a construit 4 sortes de donjons qui émergeaient vraiment du paysage alentour et qui surplombaient la rivière. À partir de ces sortes de donjons, on pouvait se défendre contre des assaillants. Grâce aux recherches archéologiques effectuées sur place, on sait depuis peu que ces 4 tours ont été construites en 1228. Près de 800 ans plus tard, elles sont toujours là. Alors à cet étage de la tour, on est en train de s'approcher de l'étage du sommet de la tour. Et ce qu'on voit particulièrement bien ici, c'est le fait que d'un côté, la tour est très ouverte et de l'autre, elle est très fermée. Très ouverte de ce côté-là, parce que de ce côté-là, on donne sur la ville. Donc on est intramuros, alors que de l'autre côté, les organes défensifs vont être concentrés dans la partie qui est exposée à l'attaque, donc par là-bas. Et ce qu'on voit bien, c'est notamment toutes ces archères, on en voit plusieurs là derrière moi. Et ce qu'on voit bien aussi, c'est que les archères sont disposées de telle manière qu'elles puissent tirer pour chercher les angles morts. On voit bien que celle-là, elle devait permettre de tirer en biais. Tirer sur les assaillants depuis le haut d'une tour, pour Vauban, spécialiste des fortifications au ras du sol, c'est une aberration. Vauban avait une expression qu'il a appliquée à un très grand nombre de lieux qu'il a été chargé de fortifier. Il avait l'habitude de dire « c'est un trou tout juste bon à être rasé ». Là, en l'occurrence, Vauban méprisait parfaitement l'architecture médiévale et dans le cas précis, s'il avait eu les moyens, il aurait détruit les ponts couverts. Une tour élevée, ça peut servir à un ennemi à ajuster le tir de ses canons. C'est donc quelque chose de tout à fait dangereux ou haïssable. Comment remédier à la faiblesse défensive constituée par ces 4 tours et ces ponts couverts devenus obsolètes? Et surtout, en cas d'attaque, quelle solution imaginer pour sécuriser cette rivière qui débouche en plein centre-ville? Vauban connaît la réponse. Il vient tout juste d'inventer un dispositif pour colmater ce genre de brèche. Un barrage capable de provoquer une inondation. Autour de Strasbourg, nous avons des quantités de terrains qui sont vascularisés par de très très nombreux petits cours d'eau, qui sont des obstacles, et en particulier par des terrains inondables, par des marécages. L'idée de Vauban, c'est de créer un barrage en avant des anciens ponts couverts, c'est l'ancienne fortification, et surtout, c'est une écluse. C'est-à-dire qu'on peut fermer la voie d'eau, et dans ce cas-là, que se passe-t-il? L'eau, elle va se déverser dans la plaine qui se trouve au sud de la ville. Un barrage pour contrôler la rivière et utiliser l'inondation pour défendre la ville. Le barrage Vauban est né. C'est un pont de 120 mètres de long jeté en travers du cours d'eau qui repose sur 13 arches. Chacune d'entre elles est équipée de vannes, capables de se fermer hermétiquement. Résultat, un véritable barrage qui bloque l'écoulement de la rivière et provoque l'une des meilleures défenses qui soit, la montée des eaux. Tout le terrain, jusqu'à des centaines de mètres de la ville, voire des kilomètres, sera totalement impraticable par des armées, à la fois parce que le terrain inondé ne pourra pas être parcouru par des chevaux, par des pièces d'artillerie ou par des piétons. Une armée en campagne ne traverse pas une zone inondée, c'est pas possible. Il faudrait des bateaux, des radeaux, etc., ce que n'a pas une armée en campagne. Pour renforcer la capacité défensive de cette muraille construite sur l'eau, chacune des 13 arches a des dimensions réduites. 5,50 m de large, pas plus. Une seule d'entre elles est réservée au passage de la navigation. Elle est fermée chaque nuit grâce à une lourde grille métallique. Les 12 autres arches émergent tout juste au ras de l'eau afin d'empêcher toute intrusion. Là, on est devant le barrage. On est comme en position d'assaillant qui serait sur la rivière et qui s'apprêterait à assiéger la ville. La massivité de cette façade n'a pas empêché à aménager des petites ouvertures très petites. C'est toute la série de petites ouvertures qu'on voit juste au-dessus des arches qui correspondent à d'anciennes meurtrières.
Chacune de ces ouvertures, c'est un poste de tir potentiel pour un tireur armé d'un fusil ou d'un musquet qui permettait de pouvoir tirer sur les assaillants en nombre. Le barrage Vauban, d'un côté, c'est un mur en pierre extrêmement massif, percé uniquement de les arches évidemment pour faire passer l'eau, ensuite les meurtrières qui permettent de tirer au fusil, alors que du côté de la ville, le barrage Vauban, dans son état initial de la fin du XVIIe siècle, c'était un pan de bois, ouvert sur la ville, et pas du tout le même aspect de massivité, de défense et de fermeture. Mais il reste une question technique à résoudre pour construire un ouvrage d'une telle massivité sur un cours d'eau. Comment bâtir une fortification de cette ampleur sur un fond de rivière vaseux, instable et soumis aux crues? Vauban va concevoir une gigantesque plateforme en bois qui va servir de fondation à l'ensemble du barrage. En fait, il y a deux sortes de planchers très puissants, l'un sur l'autre, constitué de poutres de bois qui est construit sur le fond de la rivière, qui est ensuite colmaté par du grès. Et c'est ça qui a servi de fondation au barrage Vauban. Et le barrage lui-même fait 11,60 m de largeur, la plateforme en fait 30. Donc ils ont vraiment pris de la marge de part et d'autre, en amont et en aval, pour vraiment fournir une fondation aussi solide que possible au barrage Vauban. Et ça a plutôt bien marché parce que c'est du bois, mais le bois, en milieu humide, se conserve parfaitement. Et cette fondation de la fin du XVIIe siècle, elle est toujours là. Vauban ne le sait pas encore, mais le siècle qui arrive sera celui des révolutions technologiques en matière de technique militaire. Les progrès de l'artillerie vont être considérables. Alors il y a urgence à modifier la structure du barrage pour l'adapter. Le dernier grand chantier de transformation démarre en 1863. Les stratèges français voient bien que le barrage Vauban, dans sa conception première, n'est pas suffisamment solide pour tenir éventuellement face à un bombardement moderne. Donc on entreprend ces travaux de renforcement de la structure. L'objectif de cette campagne de travaux en 1863-66, on la date à peu près dans ces années-là, l'objectif c'était de rendre le barrage, on appelait ça comme ça, à l'épreuve des bombes. À ce moment-là, on abat la paroi arrière qui était en pan de bois, on la supprime et on construit un barrage entièrement en maçonnerie de manière à ce qu'il soit capable de porter un apport de terre sur son toit. Et donc le toit du barrage Vauban à ce moment-là, c'est une sorte de cordon de terre massif qui permettait d'absorber des impacts de boulets de canon. Pour renforcer cette toiture en terre, un cerclage métallique est ajouté tout autour du barrage, dans la partie supérieure des murs. Une sorte de ceinture prévue pour absorber l'onde de choc et les vibrations en cas d'explosion. Pour sécuriser le tout, 14 tirants métalliques traversent la structure du barrage dans toute sa largeur. De quoi éviter l'effondrement de l'édifice lors d'un bombardement. Quelque part, le rôle d'une enceinte, c'est déjà de faire peur et de dissuader d'attaquer à cet endroit-là. Et quelque part, on peut considérer que ça a eu son efficacité parce que pendant plusieurs siècles, Strasbourg n'a pas été assiégée de ce côté-là. Quelle est l'efficacité réelle de ce barrage inventé par Vauban? Comment une armée en marche vers Strasbourg peut-elle réagir face à l'inondation? Ces questions vont rester en suspens jusqu'à la fin du XIXe siècle. 1870. Les armées prussiennes assiègent Strasbourg et veulent s'emparer de la ville et de toute l'Alsace-Lorraine. Les vannes du barrage Vauban sont alors fermées. Et ça marche parce que l'armée ennemie, elle va installer ses batteries à Kehl et va pouvoir bombarder de là la citadelle. Elle installe ses batteries sur la petite hauteur de Schiltigheim, c'est-à-dire au nord de la ville. Et de là, on va pouvoir bombarder les faubourgs nord de la ville. Mais au sud, elle ne peut rien faire parce qu'il y a l'eau. Mais malgré le barrage et l'eau, Strasbourg est assiégée. Un déluge de feu s'abat sur la ville pendant près de 7 semaines. Face à la violence de ces bombardements, Strasbourg n'a plus le choix. Elle capitule devant les armées de Bismarck le 28 septembre 1870. Une défaite qui va changer à tout jamais le visage de la ville.